Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 7 jours 7 livres. Je suis en pleine lecture pour cette première journée de L'ingénue libertine de Colette avec cette magnifique couverture, comme vous pouvez le voir, du livre de poche très récent. Il me reste environ 80 pages mais ça se lit très bien, ça se lit très vite. Pour le moment j'aime énormément. Je vais pas vous donner un avis complet avant de l'avoir fini, mais j'aime toujours autant le style de Colette. La première fois que j'ai lu Colette, c'était dans Sido et les vignes, il me semble, et j'avais moyennement aimé. J'avais trouvé que c'était intéressant pour la figure maternelle, pour le rapport avec la nature, les souvenirs, mais au niveau de l'écriture en soi, j'avais pas forcément adhéré. Et puis là, récemment, j'ai lu, pour le premier 7 jours 7 livres, j'avais lu Le pur et l'impur et j'avais adoré. Auparavant, j'avais lu Chérie, que j'ai absolument dévoré et adoré, qui fait vraiment partie de mes lectures préférées. Et là j'aime beaucoup L'ingénue libertine, donc je vais continuer de le lire et puis je vous ferai un retour complet sur l'histoire parce que en une 80aine de pages il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc je vais finir parce que j'ai hâte de vous dire ce que j'en pense et parce que c'est une très bonne lecture et aussi parce que j'ai hâte de retourner à ma grosse lecture que j'étale sur plusieurs jours et dont je vous parlerai un petit peu après. Je viens de finir L'ingénue libertine de Colette et comme je le présentais, j'ai beaucoup aimé. Je suis fan, je crois, de Colette. Et je suis immensément, je pense, admirative également de son courage d'écrivaine et de ce qu'elle décrit à l'époque et même à notre époque, mais à son époque c'est encore plus frappant. Donc dans L'ingénue libertine, c'est l'histoire de Mine qu'on suit dans la première partie de l'œuvre lorsqu'elle est jeune enfant et on découvre là son caractère qui est quand même assez particulier. C'est vraiment le genre de personnage qu'on retrouve, il me semble, chez Colette, des personnages qui sont pas forcément ultra crédibles, mais il me semble que ça se retrouve aussi par exemple ce genre de personnage dans l'écriture de Beauvoir. Ça m'a fait penser à L'Invité par certains moments. Et dans la seconde partie du livre, en fait, on la retrouve lorsqu'elle est grande, enfin grande adulte plus ou moins, et mariée. Et en fait, c'est l'histoire de son mariage malheureux et de son incapacité tout simplement en fait à atteindre l'orgasme. Voilà, aussi incroyable que cela puisse paraître, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même un thème qui n'est pas forcément beaucoup abordé et qu'il est encore moins à cette époque-là et encore moins par une femme, et Colette le fait. Et elle le fait avec précision, avec des détails, sans être dans le suggéré ou le symbolique et tout en n'étant absolument pas dans du vulgaire, dans du cru, dans quelque chose qui serait de mauvais goût. Elle le fait avec beaucoup de réflexion sur l'amour, sur la sensualité, sur ce qui rentre en jeu lorsqu'une femme dans cette société veut éprouver aussi du plaisir. Il y a des personnages intéressants, le rythme est soutenu, bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, Colette, je la découvre de plus en plus et je suis vraiment conquise en fait par les personnages qu'elle présente, son écriture et sa pensée totalement libre qui se dessine derrière ses œuvres, c'est assez incroyable. Donc maintenant que j'ai fini ça, je vais retourner à ma lecture un peu plus longue, beaucoup plus longue, qui va m'occuper en fait dès que j'aurai fini les livres du jour. Je vais vous la montrer tout de suite, je reviens. Donc voilà, incroyable mais vrai, je lis du côté de chez Swann de Marcel Proust. J'en suis à la page 174, donc il me reste un sacré bout de chemin à faire, mais j'apprécie. Ça fait peut-être la 3e ou 4e fois que j'essaye de lire, de commencer à la recherche du temps perdu, et à chaque fois je n'y arrivais pas. Il y avait quelque chose qui faisait que ça ne marchait pas. Le rythme, la longueur des phrases, la progression un petit peu anarchique, on va dire, de la narration. Et là, il y a quelque chose qui s'est débloqué, il me semble, et je savoure cette lecture. J'ai lu tout ça en une seule fois hier. Voilà, donc là je vais essayer de lire encore peut-être une 30aine de pages pour arriver à la page 200. Et puis voilà, pour le moment c'est que du plaisir à ma grande surprise, donc espérons que ça va continuer ainsi. Après Colette, j'ai lu Le cercle des représailles de Kateb Yassine. Alors pour être totalement honnête avec vous, j'ai pas lu l'intégralité du recueil, où il y a 2 tragédies et une farce, avec à la fin un poème dramatique. J'ai lu uniquement la première tragédie, qui s'intitule Le cadavre encerclé. Alors, pour être honnête, ça n'a pas été un grand coup de cœur. De Kateb Yassine, j'ai déjà lu Nedjma, mais pour être honnête,
peu de souvenirs de Dejma parce que je me souviens que c'était une lecture extrêmement décousue, assez laborieuse, que j'ai pas pu réaliser en étant vraiment ultra consciente de ce que je lisais et en étant vraiment impliquée dans l'œuvre. Je trouve que l'écriture de Kateb Yassine est extrêmement difficile à lire. Alors dans cette pièce de théâtre qui est une tragédie, on retrouve un personnage féminin qui s'appelle également Nejma. On a autour d'elle une autre personnage féminine, c'est un peu bizarre, qui est une française. Et puis on a autour des personnages masculins, dont un qui s'appelle Lagdar et qui est un petit peu le personnage principal et qui va à la fin décéder. Ça parle effectivement, comme vous pouvez l'imaginer, de l'Algérie, des conflits en Algérie, de l'indépendance de l'Algérie, de la rébellion. C'est assez compréhensible en termes effectivement d'intention plus ou moins, mais je trouve que l'écriture est vraiment... comment expliquer ça? C'est une écriture qui est vraiment pas très fluide. Je trouve que c'est une écriture qui est assez hermétique par moments, c'est assez rude. Pour être honnête, c'est pas exactement la même chose que Duras, bien évidemment, mais c'est un petit peu ce genre de dureté quand j'évoque la dureté de Kateb Yassine. Par moments, c'est aussi extrêmement poétique, et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une alternance entre des moments très poétiques qui sont beaucoup plus agréables à lire et d'autres moments où, franchement, j'ai beaucoup de mal. Et c'est pour ça que j'ai pas vraiment apprécié cette lecture. Elle est très intéressante et il me semble que c'est une lecture qui doit être faite un peu plus que ce n'est déjà le cas parce qu'on parle très peu de Kateb Yassine, mais ça reste vraiment pas une œuvre ultra simple et ultra accessible. Je vais essayer de lire la suite plus tard parce que là j'étais vraiment pas dans la bonne ambiance et je vais essayer également de relire Nejma plus tard dans l'année parce que j'ai vraiment envie de percer un petit peu je sais pas, de faire tomber ce mur entre Kateb Yassine et moi. Et puis hier, j'ai lu Le féminisme pour les 99%. Alors malheureusement, je l'ai lu en français parce qu'en fait, je l'ai acheté aux éditions de la Découverte. Voilà, j'ai envie de soutenir aussi des maisons d'édition qui font un travail génial pour publier des œuvres étrangères engagées, etc. Mais j'aurais préféré quand même le lire en anglais. Je suis assez mitigée. En fait, ça se veut être un manifeste féministe anticapitaliste qui se voudrait pour les 99%, c'est-à-dire pour les 99% des gens qui ont des conditions de vie moyennes, voire très basses, et pas pour les 1% ultra privilégiés et ultra riches du monde à l'heure actuelle. Il y a des éléments effectivement intéressants. Une idée qui m'a beaucoup plu, entre guillemets, c'est l'idée de la violence organisée contre les femmes, avec ce qui pour moi s'apparente à une forme un petit peu, on va dire, de terrorisme, de montrer que la violence contre les femmes n'est pas uniquement du ressort de l'intime, de l'individuel et du ponctuel, mais que c'est également structuré, institutionnalisé par endroit, pas par pays, et voilà. Maintenant, j'ai trouvé qu'il y avait aussi... Enfin, je m'attendais à beaucoup plus en fait. J'ai trouvé que c'était un petit peu léger. Alors j'imagine que si on n'a pas du tout l'habitude de se poser des questions sur les classes et sur le féminisme et sur le capitalisme, ça peut être effectivement une bonne lecture si vous avez envie de commencer. Mais personnellement, j'ai été un petit peu laissée sur ma faim. Je suis restée sur ma faim, pardon. Et il y a des éléments qui m'ont embêtée. C'est-à-dire qu'à aucun moment on ne parle des animaux. Elle parle, c'est écrit par 3 femmes en fait, hein, par Cynthia Arruzia, Titi Bhattacharya et Nancy Fraser. Je trouve que voilà, elles parlent de l'écologie, mais elles en parlent assez rapidement. D'ailleurs, voilà, un autre point, c'est qu'il n'y a pas de source, il n'y a pas de bibliographie à la fin. Donc effectivement, c'est un manifeste. Donc est-ce qu'on peut s'imaginer que c'était voulu? Moi, je trouve quand même que ça manque, surtout à des moments où elle parle de... Par exemple, elle parle beaucoup de... Donc voilà, alors attendez, je reprends mes idées. Elle parle de l'écologie, mais elle parle à aucun moment des animaux, elle parle à aucun moment de l'alimentation, alors que c'est quand même ultra... comment dire, c'est partie prenante du système capitaliste, l'exploitation de tous les êtres vivants, ça rentre dans des revendications féministes évidentes. Donc voilà, sur l'écologie, j'ai trouvé ça très très léger, alors qu'il me semble que c'est quand même ultra important. J'ai trouvé qu'il y avait des moments où elles se répétaient, j'ai trouvé que parfois elles affirmaient des choses qui n'étaient pas en fait si claires que ça, et il n'y avait pas de source, comme je vous l'ai dit. À plusieurs reprises, elles ont parlé des personnes non binaires en les incluant dans le groupe des femmes, alors que concrètement, enfin les incluant, en supposant qu'en fait elles étaient discriminées au même titre que les femmes et qu'elles faisaient partie de cette minorité ou de ce groupe qui est victime de violences de genre, sauf que déjà je ne crois pas vraiment à la non-binarité et en plus je trouve que c'est assez hasardeux de l'affirmer autant et de pas voir que par exemple tu peux être non-binaire et... Enfin tu peux être non-binaire, tu peux te revendiquer non-binaire et avoir un passing totalement masculin, donc voilà.
Il y avait des moments aussi où c'était un peu trop simpliste, il me semble, sur les réflexions sur l'Occident. Concrètement, je trouvais par moments que elle faisait passer peut-être la question de l'Occident avant, ou de la question du féminisme blanc avant la question de classe, ce qui me semble pas ultra pertinent. Donc voilà, c'est un avis assez mitigé sur cet essai qui en tout cas n'a pas du tout atteint, enfin en tout cas a été assez décevant comparé à ce que j'en attendais. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais lire... Où est-il ? Je vais lire Journée de lecture de Proust. Ouh là là, je vous perds. Voilà. C'est assez court, c'est un texte qui est antérieur à l'écriture de la recherche et ça a été composé normalement comme un préface à un ouvrage de l'auteur anglais John Ruskin. Voilà. Donc j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai un autre livre à lire, je suis fatiguée, je commence à avoir mal à la tête, donc je pense que ce petit livre là, ça va être parfait. Et en plus je suis très intéressée par des ouvrages qui parleraient de la question de la lecture du point de vue de certains auteurs. Voilà, je vous laisse parce que ça fait 7 minutes 30 que je parle. On se retrouve bientôt pour un autre retour critique sur des livres. On se retrouve pour le dernier jour du défi 7 jours 7 livres et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Premièrement, j'ai totalement perdu le compte de où j'en suis. Il y a eu 2 jours où j'ai eu la migraine et ça a été très très dur pour moi de lire, ce qui fait qu'en fait, il y a un livre que je n'ai pas vraiment lu, j'ai écouté 2 nouvelles en fait de Tchekhov qui étaient disponibles en livre audio en anglais sur YouTube. Comme d'habitude, les nouvelles de Tchekhov ou les écrits de Tchekhov me plaisent beaucoup. J'ai surtout écouté The Beggar, donc le mendiant. C'était une nouvelle courte avec une chute, une leçon effectivement morale, extrêmement facile, extrêmement court, extrêmement rapide. Donc parfaitement ce qu'il me fallait pour ce moment de migraine intense et très désagréable. Ensuite, j'ai lu également, alors, j'ai lu Journée de lecture de Proust. Oui, Proust en ce moment, il m'occupe beaucoup apparemment. J'ai beaucoup aimé. On retrouve la plume de Proust, on retrouve le côté assez quand même mordant et un petit peu moqueur de Proust, hein, qui était... je sais pas quand il est né, mais ça m'étonnerait pas que ce soit un Sagittaire par exemple. Mais bon, voilà. Bref, j'ai beaucoup aimé, ce sont des réflexions effectivement sur la lecture, mais pas que. Je m'attendais quand même peut-être à plus, en tout cas à plus de réflexions sur la lecture. C'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. Alors ça n'a pas été une déception parce qu'il y a quand même des passages intéressants, c'est quand même très très bien écrit, c'est effectivement par moments assez... alors peut-être pas marrant, mais bon, c'est fin, c'est agréable à lire. Mais c'est vrai que je m'attendais à peut-être plus de réflexion sur la littérature, beaucoup plus en fait de réflexion qui aurait pu être ultra variée sur, je ne sais pas moi, l'importance de la lecture, pourquoi nous lisons, comment nous lisons, l'évolution de la lecture, enfin bon bref, beaucoup de pensées qu'on peut avoir et de questionnements que l'on a tous sur la lecture je pense et qui sont intéressants. Et qu'il est également intéressant de plus de partager, mais c'était pas vraiment ça. Donc ça reste quand même une bonne lecture, je pense que je recommanderais néanmoins pas ça pour commencer Proust, parce que ça peut sembler peut-être de peu d'intérêt, j'ai envie de dire, ou en tout cas on peut se dire bon si c'est ça Proust, ça vaut peut-être pas la peine d'aller plus loin, donc bonne lecture, mais en tout cas pas ce que je recommanderais en premier pour Proust. J'ai lu 5 nouvelles de ce recueil qui s'intitule Un si bel amour et autres nouvelles de Ludmila Ulitskaya. Donc Ludmila Ulitskaya, c'est une autrice russe qui est à l'heure actuelle l'autrice russe vivante la plus lue apparemment à l'étranger, la plus traduite. Elle a eu des positions poutinienne et également a défendu par exemple la question des homosexuels en Russie, donc elle a dû s'exiler, elle a dû partir, enfin bon bref. Elle est également d'une famille juive d'un côté de ses parents il me semble, et donc ce sont des questions qui reviennent en fait dans ce recueil qui est extrêmement riche, extrêmement intéressant, très osé, vraiment très osé. Alors sur la 4e de couverture ils vous disent que ces nouvelles rassemblées ici explorent tout le sentiment amoureux sous ses formes les plus diverses. Alors oui, effectivement, oui et non, mais c'est quand même un petit peu réducteur, je trouve. On a des nouvelles vraiment très diverses, avec toujours effectivement une concentration sur des protagonistes féminines ou féminins, parfois très jeunes, parfois adultes. J'ai trouvé que c'était vraiment une excellente surprise. C'est la première fois que je lis Ludmila Ulitskaya et ce sera sûrement pas la dernière. Franchement, je recommande cet ouvrage à peu près tout le monde. Voilà, si vous avez envie de lire de la littérature russe contemporaine, de lire de la littérature russe qui n'est pas
aussi exigeante que par exemple celle de Tolstoï ou celle de Bulgakov par exemple. Ludmila Lutskaya, c'est vraiment, il me semble, un excellent choix et ce recueil de nouvelles me semble très pertinent parce que je trouve que les nouvelles sont de qualité égale, les thèmes sont variés, les thèmes sont intéressants, posent question et dénotent à mon sens d'une grande originalité et d'une grande hardiesse dans l'écriture, donc voilà, très très bonne lecture. Il me semble donc qu'on en est à 7 livres, je peux me tromper mais je crois que j'ai lu mes 7 livres en 7 jours avec un livre que j'ai écouté du coup à cause de ma terrible migraine. Je suis très contente d'avoir en tout cas pu reprendre ce défi qui est une super bonne habitude je trouve à prendre pour la régularité de la lecture, pour finalement se mettre à lire des œuvres qui traînent dans nos bibliothèques depuis très longtemps, pour honorer les lectures un peu plus courtes qui sont parfois celles que j'ai tendance à dédaigner parce que j'ai envie de me plonger dans mes gros bouquins qui sont vraiment des, voilà, des univers entiers qui s'offrent à moi. Et je suis très contente voilà, de l'avoir fait pour la 3e fois déjà depuis le confinement. Si vous avez envie de le faire, si vous avez envie de me rejoindre dans ces aventures livresques et littéraires, je vous recommande de me suivre sur mon compte Instagram qui sera listé en barre d'infos. J'ai également un podcast littéraire listé en barre d'infos également. Et puis voilà, pour le moment c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous y avez participé, soit en commentaire, soit en faisant également une vidéo réponse, comme au bon vieux temps sur YouTube. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.